Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour cette dernière soirée Darwin. Le temps passe très très vite. Alors, on a la chance ce soir d'accueillir Monsieur Serge Aron, qui est directeur de recherche au FNRS et chargé de cours à l'ULB. Il dirige un important service qui est le service d'évolution biologique et d'écologie. Monsieur Aron, bienvenue à Mons et on vous laisse la parole. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. J'ai donc, si j'ai bien compris, l'honneur et le privilège de clôturer cette séance consacrée au cycle Darwin, ici à l'Université de Mons. Et je vais vous entretenir quelques instants des mécanismes principaux, reconnus aujourd'hui comme principaux, pour justifier l'évolution de la coopération et la socialité dans le règne animal. L'apparition de la coopération et de la socialité dans le règne animal est considérée comme une transition majeure de l'évolution, au même titre que l'apparition des chromosomes et donc du code génétique, le passage des prokaryotes, c'est-à-dire des organismes disposant d'un ADN libre dans la cellule, aux eucaryotes, organismes ayant un noyau qui contient l'ADN, ou encore carrément de la substitution de la reproduction sexuée à la reproduction asexuée. Pourquoi est-ce à ce point important? Eh bien parce que le mécanisme fondamental de l'évolution, c'est-à-dire le mécanisme de la sélection naturelle, favorise les individus qui ont le plus grand succès en matière de reproduction, ce que nous appelons le plus grand succès reproductif. C'est-à-dire les organismes qui se reproduisent le mieux, qui ont le plus de descendants, et dans le jargon des biologistes actuels, ce sont les organismes qui transmettent le plus de copies de leurs propres gènes dans les générations successives. Eh bien, en vertu de la sélection naturelle, on devrait évidemment s'attendre à ce que la majorité des organismes présentent des comportements égoïstes, organisés de manière à favoriser leurs propres chances de survie et leur propre succès en matière de reproduction, quitte à ce que ça s'effectue aux dépens d'autres organismes du même environnement. Eh bien, force est de constater que la coopération est un phénomène extrêmement répandu dans la nature. Les gènes coopèrent pour constituer des génomes, des organites initialement libres, comme les mitochondries, ont fusionné avec d'autres types d'organites il y a 2 milliards d'années pour constituer des cellules. Les cellules peuvent coopérer pour constituer des organismes pluricellulaires. Les bactéries peuvent coopérer pour s'opposer aux défenses immunitaires d'un individu infecté. Chez plusieurs espèces animales, les individus peuvent coopérer dans différentes activités comme les soins aux jeunes, et puis, je dirais, à l'apex du système, les insectes et les humains peuvent coopérer pour constituer des sociétés remarquablement organisées. Donc, la coopération est véritablement très répandue dans la nature, contrairement aux prédictions de la théorie de la sélection naturelle. Alors, la coopération est définie comme toute interaction entre deux ou plusieurs individus, interaction qui procure évidemment un bénéfice aux partenaires qui coopèrent. Alors, en biologie évolutive, ce bénéfice ne s'exprime pas en pétrodollars ou en euros, mais en matière de succès reproductif, donc en succès en matière de reproduction. Et bien entendu, la coopération n'a pu évoluer qu'à la stricte condition que les bénéfices des actes coopératifs soient supérieurs aux coûts que ces actes imposent aux individus. La coopération a systématiquement évolué en réponse à des contraintes environnementales, des contraintes écologiques. Et en particulier, la coopération présente deux avantages majeurs. D'une part, elle présente des avantages vis-à-vis des prédateurs, donc elle procure une meilleure protection à l'égard des prédateurs. D'autre part, elle procure des avantages en matière d'accès aux ressources de nourriture. En fait, la coopération est à l'origine de comportements collectifs comme l'émission de cris d'alarme, des comportements de vigilance collective chez les suricates, l'émission de cris d'alarme chez les écureuils à terrier, ou encore la défense collective telle qu'elle s'observe chez le bœuf musqué, qui, lorsqu'ils sont agressés par des loups, se réunissent flanc à flanc, toutes cornes en front de loup, afin de se défendre. De même, la coopération a évolué grâce au bénéfice de ce mutualisme en matière de
capture de proies. La coopération permet de capturer des proies qu'un individu seul ne peut pas capturer. Cela est très clairement illustré chez les grands carnivores comme les lions, qui chassent en groupe et qui d'ailleurs partagent la nourriture en groupe. C'est également le cas chez les lycaons. Ici, vous avez des chiens sauvages qui capturent un phacochère, et des études assez pointues réalisées sur les lycaons montrent que la quantité d'énergie accumulée donc en kilojoules par chien et par jour s'accroît de manière pratiquement exponentielle avec l'effectif des clans. Plus les clans sont populeux, plus ou mieux les individus sont nourris et donc obtiennent une grande source énergétique. C'est également vrai chez les oiseaux, comme les buses de Harris aux États-Unis, où vous avez également un accroissement extrêmement rapide de la qualité de la vie coopérative, donc la quantité d'énergie acquise par individu et par jour, en fonction de l'effectif des groupes. Les plus grands groupes capturent plus de proies et chacun est mieux nourri. C'est également vrai chez les animaux auxquels on ne s'attend pas que la coopération existe, comme certaines araignées. Ici, c'est une photo qui est prise en Guyane. Les araignées du genre Anelozimus, et en particulier l'espèce Anelozimus eximus, peuvent coopérer pour constituer de gigantesques toiles qui doivent faire à peu près 3 fois la surface de cette pièce, qui se trouve à la cime des arbres. Ces araignées sont toutes petites, et ensemble, elles peuvent capturer des proies gigantesques, toutes proportions gardées, bien entendu, telles que cette sauterelle, qui sera partagée par les dizaines, centaines, milliers d'individus qui ont participé à la construction de cette toile collective. Alors, on comprend évidemment assez bien que les bénéfices du mutualisme, les bénéfices de la coopération dans des activités comme la capture collective de proies, ou la défense collective vis-à-vis des prédateurs, finalement ça repose sur le principe de l'union fait la force, on comprend assez bien que ce mécanisme ait pu évoluer parce qu'il procure un bénéfice net, immédiat aux individus qui coopèrent. Ensemble, on travaille et on a un bénéfice net immédiat tous les deux en matière de défense vis-à-vis de prédateurs ou en matière d'accès à la nourriture. Mais la coopération ne s'exprime pas toujours de manière aussi évidente. Dans son expression la plus extrême, la coopération se manifeste sous la forme de comportements que nous appelons des comportements altruistes. Et le concept d'altruisme n'a rien à voir dans le jargon des biologistes et dans le langage courant. Dans le jargon biologiste, un comportement altruiste est un comportement qui accroît le succès reproductif d'un bénéficiaire aux dépens du succès reproductif d'un acteur. Je serai altruiste, je vais manifester un comportement altruiste à l'égard de monsieur, je vais consacrer du temps et de l'énergie à protéger monsieur, à participer à la construction de son nid, à nourrir ses jeunes, à les nettoyer, à retirer les ectoparasites, que sais-je encore. Monsieur profite évidemment de mon aide, ça lui coûte moins cher d'élever sa descendance puisqu'il a mon aide. Monsieur se reproduit mieux grâce à moi, ses jeunes survivent et peut produire plus de jeunes. Son succès reproductif est accru. Mais mon succès reproductif subit un coût, parce que le temps, l'énergie et l'attention que je lui consacre à lui, c'est autant d'énergie et d'attention que je ne me consacre pas à moi. Et donc, je me reproduis moins, puisque je suis moins concentré sur ma propre reproduction pour lui apporter un bénéfice. Donc, le succès reproductif de l'acteur chute, alors que le... Bon, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, voilà. Succès reproductif de l'acteur, alors que le succès reproductif du bénéficiaire s'accroît. En fait, l'exemple sans doute le plus spectaculaire de comportement altruiste dans le règne animal concerne le comportement de défense des abeilles lorsque la ruche est menacée. Lorsque la ruche est menacée, les abeilles sortent et vous piquent. Je crois que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà pu expérimenter. Et lorsque l'abeille vous pique, elle enfonce son dard dans la peau. Ici, vous voyez qu'un charmant contrôle a accepté de prêter son bras pour les besoins de la photo. Le dard est enfoncé et, comme vous le savez peut-être, le dard des abeilles est barbelé, de sorte qu'il rentre sans problème comme une flèche, mais qui ne sort plus à cause des petits reliefs qui sont sur le dard. De sorte que l'abeille va tirer pour sortir son dard jusqu'au moment où son abdomen va se déchirer et elle y laisse, à ce moment-là, des morceaux d'intestin, des morceaux de glandes, des morceaux de chair et de cuticule et le dard dans la peau. En fait, l'abeille meurt. L'abeille se suicide pour protéger sa ruche.
Voilà un comportement remarquablement altruiste, puisqu'elle agit, elle manifeste un acte au péril de sa propre vie pour protéger d'autres individus. Alors évidemment, des comportements altruistes ne sont pas toujours aussi spectaculaires, mais parfois tout aussi intéressants. Chez plusieurs espèces de vertébrés, des oiseaux, des mammifères divers, les individus manifestent un comportement altruiste qu'on appelle de l'altruisme de reproduction. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne s'occupent pas de leur propre descendance. Ils ne se reproduisent même parfois pas du tout. Ils participent à l'élevage de la descendance de l'un ou l'autre individu reproducteur. Donc, en quelque sorte, ils font abstraction de leur propre reproduction pour participer à l'élevage de la descendance d'un ou deux individus reproducteurs. Et l'apex, le paroxysme de ce comportement s'observe chez les insectes sociaux, les termites, décidément, les fourmis, les abeilles ou les guêpes, chez lesquels des centaines, des milliers, des millions parfois d'ouvrières et d'ouvriers ne se reproduisent pas. Parfois, ils sont complètement stériles, ils n'ont même plus d'ovaires. Et ils passent toute leur vie à élever la descendance de 1 ou 2 ou 10 ou 50 reproducteurs que sont les reines. Alors, l'évolution de comportements altruistes pose évidemment un paradoxe évolutif majeur. Comment, en vertu de la sélection naturelle, qui retient les individus qui se reproduisent le mieux, des individus qui ne se reproduisent jamais, qui consacrent leur temps et leur énergie à d'autres individus, peuvent apparaître de génération en génération. C'est évidemment un des plus grands paradoxes de l'évolution. Imaginons une population d'individus coopérants. Tout le monde coopère. Et puis soudain, par mutation ou par migration, apparaît un individu égoïste. S pour selfish en anglais. Cet individu égoïste va profiter de l'aide de tous les individus coopérants dans la population, mais lui, comme il est égoïste, il ne paye jamais le coût de la coopération. Donc il profite des bénéfices sans payer, sans rendre la réciproque. Que se passe-t-il? Eh bien, les coopérants se reproduisant moins que les selfish, que les égoïstes, la proportion de coopérants au cours des générations va décroître, celle des égoïstes va s'accroître, simplement parce que les uns ont un faible succès reproductif et les autres un succès reproductif accru, et à terme, la population devient composée uniquement d'individus égoïstes. Cet aspect n'avait pas échappé à Darwin, d'ailleurs, qui, en 1859, dans l'origine des espèces, écrit déjà des éléments de questionnement et propose même des réponses quant à l'origine de cette caste ouvrière que l'on trouve en particulier chez les insectes et chez les insectes sociaux comme les fourmis et les abeilles, par exemple. Il écrit ceci: « Je me limiterai à une difficulté particulière qui, à première vue, me semble insurmontable et en réalité fatale à l'ensemble de ma théorie de la sélection naturelle. Donc. Je fais allusion aux neutres, c'est-à-dire les femelles stériles, les ouvrières, dans les communautés d'insectes, dans la mesure où, étant stériles, ils ne peuvent pas propager leur gène. En fait, Darwin se pose la question suivante. Comment est-ce que des individus qui ne se reproduisent jamais se reproduisent? Dès lors qu'ils n'ont pas de possibilité de transmettre leur gène, chez certaines espèces d'abeilles et de fourmis, les ovaires ont totalement régressé, et chez certaines espèces de fourmis, il n'y a même plus d'ovaires. Les ouvrières elles n'ont plus d'organes génitaux du tout. Mais elles apparaissent de génération en génération, depuis des millions de générations. Et il propose immédiatement d'ailleurs une explication, quelques lignes plus loin, et il fait allusion au concept de sélection sur la famille. Et il dit en fait que cette difficulté, bien qu'apparemment insurmontable, est en fait réduite, et je pense même disparaît, lorsqu'on se rappelle que la sélection peut être appliquée à l'échelle de la famille ainsi qu'à l'échelle des individus. Eh bien là, Darwin sent quelque chose, mais qu'il ne peut pas expliquer pour une raison bien simple, c'est qu'il ne connaît pas encore la génétique. Mais il sent qu'il peut y avoir là une explication à un comportement étrange. Et il faut attendre un siècle pour voir apparaître une explication tangible, testable expérimentalement, pour expliquer l'évolution de l'altruisme de reproduction. Et cette hypothèse, cette théorie, s'appelle la théorie de la sélection de la parentèle ou de la sélection indirecte, et elle a été proposée initialement par Bill Hamilton dans les années 60. C'est une des théories majeures de la biologie évolutive. Elle a constitué véritablement un pilier de notre compréhension de la théorie de la sélection naturelle. Hamilton
est jeune. Et il est jeune doctorant et il travaille entre Oxford et Cambridge. Et il a la chance inouïe d'avoir un petit KGB comme bureau qui se trouve à proximité immédiate du bureau d'un certain Richard Dawkins. Richard Dawkins, certains d'entre vous le connaissent, est un biologiste de l'évolution qu'on pourrait qualifier de agitateur d'idées modernes, puisque Richard Dawkins, qui est l'auteur de Le gène égoïste, dont vous aurez peut-être entendu parler, lui pense qu'en termes de gènes. Pour lui, pour Richard Dawkins, les individus ne comptent pas, il n'y a que les gènes qui comptent. Et Hamilton, jeune étudiant, s'imprègne de cette ambiance et il publie une très courte note en 1963 dans une revue biologique classique qui s'appelle The American Naturalist, et il écrit ceci. Supposons un modèle très cru, très simple, très basique, dans lequel on imagine une paire de gènes, en fait ce sont des allèles d'un gène, petit g et grand g, de sorte que l'allèle grand G code pour des comportements altruistes, alors que petit g est nul, n'a pas d'effet. En dépit du principe de la survie du plus apte, sélection naturelle, la question fondamentale, ultime qu'on se pose, est de savoir qu'est-ce qui détermine si G, l'allèle grand G, se répandra dans la population. Eh bien, ce qui détermine cela, ce n'est pas de savoir si le comportement altruiste est bénéfique au porteur du gène, mais s'il est bénéfique au gène lui-même. Et faisant cela, Hamilton a une idée géniale, qui est inspirée de Dawkins peut-être, mais il a une idée géniale. Parce qu'il arrête de réfléchir en termes d'individus altruistes pour passer à un niveau d'intégration inférieur qui est les gènes. Et en fait, ce que fait Hamilton, c'est qu'il se pose en synthèse la question, mais dans quelles conditions un gène qui coderait pour un comportement altruiste peut-il se répandre dans une population de sorte que, s'il se répand, il y a de plus en plus d'individus altruistes et donc coopérants. Alors Hamilton est conscient qu'il fait une double simplification. La première simplification majeure qu'il fait, c'est qu'il considère que les comportements coopératifs ont une origine génétique. Who knows? Personne ne sait cela. Mais il le suppose. Et la seconde simplification qu'il fait, c'est qu'en supposant bien qu'il y ait un comportement altruiste qui soit codé génétiquement, il suppose que ce comportement altruiste n'est codé que par un seul gène. En admettant que ce soit possible, un seul gène, ça me paraît court pour expliquer un comportement altruiste. Mais peu importe, c'est pour les besoins de l'explication, il se base sur un seul gène. Et voilà comment il explique son concept. C'est extrêmement simple. Supposons deux individus, A et B. A et B. A est altruiste, c'est moi. B est le bénéficiaire de mon acte, c'est lui. Vous levez la main? Salut. Je vais manifester des comportements altruistes. Excusez-moi, monsieur, j'ai changé de bénéficiaire de mes actes. Je me compare de manière altruiste, coopérative avec lui. Je vais l'aider, je vais lui consacrer du temps, je vais lui consacrer de l'énergie. Résultat des courses, je subis un coût et il jouit d'un bénéfice. A subit un coût, petit c, B bénéficie d'un bénéfice, petit b, et comme je vous l'ai expliqué précédemment, A a une chute de son succès reproductif et B a un accroissement de son succès reproductif. Il est clair que si A et B sont des individus totalement étrangers, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que la fréquence du gène altruiste, on réfléchit en termes de gène, plus en termes d'individus, la fréquence du gène altruiste va décroître dans la population, puisque comme je suis altruiste, que je me reproduis moins, je transmets moins de gènes, puisque j'ai moins de descendants, et donc je transmets moins de gènes de l'altruisme. Et mes descendants feront la même chose et transmettront moins de gènes de l'altruisme, et leurs descendants feront la même chose, et ainsi de suite. Et lui, égoïste qu'il est, pour profiter des bénéfices, comme c'est un égoïste, ces gènes égoïstes vont se répandre de plus en plus, et finalement, le gène de l'altruisme ne peut pas se répandre dans la population, au contraire, il va se casser la figure et sa fréquence sera nulle après quelques générations. La situation devient fondamentalement différente si moi et lui, nous avons un certain degré de parenté. À ce moment-là, il existe une certaine probabilité que si moi j'ai le gène de l'altruisme, lui aussi en est hérité.
Parce que si nous avons un certain degré de parenté, ça veut dire que nous sommes des frères, des cousins, des arrière-arrière-cousins, des grands-oncles, peu importe, mais ça veut dire que nous sommes issus d'un ancêtre commun. Et comme moi j'ai hérité d'un gène altruiste, il y a une certaine probabilité que lui aussi en ait hérité par le même biais. Nous avons le même grand-père, nous avons le même arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Peu importe. Si c'est lui qui me l'a donné, il aurait pu le lui donner à lui aussi. Et là, la situation devient tout à fait différente. La probabilité que lui ait aussi un gène de l'altruisme est déterminée par ma corrélation génétique avec lui. Plus on est proche génétiquement, plus on a de gènes en commun, si vous voulez, plus il est probable que si moi j'ai le gène A de l'altruisme, il ait également le gène A de l'altruisme. Moins on est proche génétiquement, moins il y a de chances que si moi je l'ai, lui il l'ait aussi. Eh bien, la théorie d'Hamilton est simplissime. Elle considère qu'un gène de l'altruisme peut se répandre dans une population à condition que le bénéfice procuré aux bénéficiaires, multiplié par la corrélation génétique entre les deux partenaires, est supérieur au coût subi par le gène de l'altruisme. Voilà de quoi il s'agit. C est le coût subi par le gène de l'altruisme lié à une réduction de sa dispersion, puisque comme je suis altruiste, je me reproduis moins, et le gène subit un coût en matière de dispersion, puisqu'il y a moins de descendants de Serge Aron, donc il y a moins de gènes de l'altruisme qui se répandent dans la population. B, c'est le bénéfice dont il jouit grâce à mon aide, c'est donc un accroissement de son succès reproductif, et de ce fait, comme il se reproduit mieux, avec un peu de chance, il a le gène de l'altruisme et il le transmet lui. Et R, c'est la corrélation génétique entre lui et moi. C'est donc la probabilité que le bénéficiaire porte également le gène de l'altruisme. En fait, ce que veut dire Hamilton est très simple. Il veut simplement dire qu'un gène de l'altruisme peut se répandre dans une population par n'importe quel biais. Ça ne doit pas être forcément par Serge Aron. Ça peut être par Pierre Rasmont, ça peut être par Jean, par Jacques, par Paul, par Janine. Le gène se fiche de savoir par qui il est transmis dans une population, pour autant qu'il soit transmis. S'il n'est pas transmis par moi, parce que je passe mon temps à l'aider, il sera transmis par lui, c'est tout. Ou par madame, ou par mademoiselle. C'est simplement ça que ça veut dire. Il faut que le coût de mon acte pour le gène, le fait que je ne suis pas assez transmis, moi gène altruiste, je ne suis pas assez transmis via Serge Aron, mais je le suis via Pierre ou via Paul, et ça me suffit. R, la corrélation génétique entre les individus est évidemment un concept statistique. Exemple, chez les organismes comme nous, humains. Madame, vous avez peut-être des descendants, un fils ou une fille. Eh bien, votre corrélation génétique avec votre fils ou avec votre fille est de 1,5. Pourquoi ? Parce que vous produisez des ovules, et même pas statistiquement, vous donnez la moitié de votre génome via la méiose à votre descendant. Votre descendant, d'ailleurs, est apparenté avec vous à 50%, puisqu'il a des gènes en commun avec vous à 50%. Votre corrélation génétique avec votre frère ou avec votre sœur, elle est égale. Voilà, madame, je vous reprends encore, vous avez sans doute une sœur, j'en suis convaincu. En tous les cas, pour les besoins de la cause, vous en aurez une. Vous êtes apparenté à 50% avec votre mère et elle est apparentée à 50% avec votre sœur. La part maternelle est égale à 1,5 fois 1,5, ce qui fait 1/4. Mais vous avez en commun le même père, donc vous avez la même relation. 1,5 fois 1,5, 1/4. Donc vous avez 1/4 en commun de votre mère, plus 1/4 en commun de votre père, vous avez de nouveau 50% de gènes en commun. J'entends ici des gènes variables. Je ne parle pas ici des gènes qui codent pour 5 doigts, pour 2 pieds, pour un nez, pour une bouche et pour 2 yeux. Je parle des gènes variables entre les individus. Alors, monsieur, excusez-moi, mais je crois savoir que vous avez 50% de gènes en commun avec votre maman, mais votre maman a eu un descendant, un fils avec un autre papa que votre papa. Donc vous avez un demi-frère, je vous l'annonce, eh bien votre relation génétique avec votre frère est de 1,5 fois 1,5, vous avez 1/4 de gènes en commun avec votre demi-frère. Avec les cousins, votre cousin qui est là, madame, votre cousin, c'est le fils
de votre oncle, votre oncle qui est le frère de votre père, 1,5 fois 1,5 fois 1,5 égale 0,125. Eh bien, la théorie d'Hamilton, elle dit ceci. Imaginez un comportement comme celui de l'abeille qui consiste à se sacrifier, mourir, pour le bien d'autrui. Chaque fois que je meurs, il y a une copie du gène altruiste qui disparaît, puisque je meurs. Enfin, je ne meurs qu'une fois, mais tous les altruistes peuvent mourir une fois. Eh bien, dans cette condition, un gène de l'altruisme pourra se répandre dans une population. À la stricte condition, j'applique simplement l'équation d'Hamilton en remplaçant la valeur de R, décidément on m'en veut aujourd'hui, de R là, par 1,5, un gène de l'altruisme pourra se répandre dans une population à la condition que mon sacrifice, moi l'altruiste, permette à mes parents de sauver plus de 2 descendants, permette de sauver plus de 2 de mes frères et sœurs, permette de sauver plus de 4 demi-frères ou permette de sauver plus de 8 cousins. Tout simplement. Hamilton ne s'arrête pas là. Tout son raisonnement génétique, il peut l'appliquer à l'ensemble des gènes du génome. Dans le fond, tous les gènes du génome ont intérêt, c'est très socio-biologique, c'est fait exprès, ont intérêt à disséminer le plus possible. Il n'y a pas que le gène de l'altruisme, tous les gènes du génome ont cet intérêt. À ce moment-là, Hamilton définit le succès reproductif d'un individu comme la somme de son succès reproductif direct, le nombre de descendants qu'il peut avoir via sa reproduction personnelle, donc la quantité de gènes, de copies de gènes qu'il peut transmettre directement, plus le bénéfice des actes altruistes, c'est-à-dire sa reproduction indirecte. Tout ce qu'il gagne dans la reproduction d'un apparenté grâce à son aide. Je m'explique. Je suis altruiste, quel est mon succès reproductif total? C'est la somme des gènes que je peux transmettre via ma propre reproduction. Et je vais aider ma sœur. Et ma sœur, elle est programmée pour avoir 2 descendants. Donc je vais avoir 2 neveux, 2 fils. Elle a 2 fils, donc je vais avoir 2 neveux. Ça compte pour 0, parce que de toute façon, je les aurais eus, avec ou sans acte altruiste. Mais si je l'aide, elle aura 4 fils. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai gagné 2 fils, ou plus exactement, 2 neveux en plus. Le bénéfice de mon acte altruiste est donc représenté par 2 neveux en plus. C'est ce qui est représenté par ma, ici, sélection indirecte, par mon succès reproductif indirect. Donc, le succès reproductif d'un individu correspond au nombre de gènes qu'il transmet directement, plus le nombre de gènes qu'il peut gagner via la reproduction d'un tiers, dès lors que ce tiers présente une certaine corrélation génétique avec lui. En fait, on peut synthétiser tout cela de manière un peu ironique sur cette image. Vous êtes au bord de l'eau et vous ne savez pas nager. Vous êtes là. Et vous avez un frère qui est occupé à se noyer. Vous pouvez plonger et le sauver, mais vous coulez. Vous mourrez dans votre acte. Vous êtes apparenté à 100% avec vous-même. Voilà 4 petits carrés rouges. Mais vous n'êtes apparenté qu'à 1,5 avec votre frère. Si vous plongez pour le sauver, vous perdez 100% de copies de vos gènes pour en sauver que 50%. La sélection n'acceptera pas ce système-là. Donc vous ne plongerez pas, et vous voyez le petit monsieur, il regarde de l'autre côté et il fait une mauvaise bouche. Il n'est pas content. Par contre, si vous avez 3 frères qui sont occupés à se noyer, vous pouvez consacrer 100% de votre génome et mourir parce que vous sauvez 1,5 fois, 3,5, 150% de votre génome. Dans ce sens-là, l'acte altruiste est bénéfique parce que vous sauvez des copies de vos propres gènes, pas les vôtres, mais des copies de vos propres gènes dans quelqu'un d'autre. Même chose avec des neveux. Vous êtes apparenté à 100% avec vous-même, vous êtes apparenté à 1/4 avec des neveux, 3 neveux qui se noient, ça fait 3/4. Si vous plongez, vous sauvez que 3/4 aux dépens de 1. Ça ne va pas, le petit bonhomme ne saute pas. Par contre, s'il y a 5 neveux qui se noient, il sauve 5/4 de ses gènes, c'est mieux que 4/4. Parfait, il peut plonger. C'est très théorique, évidemment. Pas tant que ça. Parce que plusieurs exemples témoignent de la force de la sélection de la parentèle, telle que je l'explique là, dans la nature. Un des exemples les plus spectaculaires concerne le comportement d'assistance chez les oiseaux. Chez plusieurs espèces d'oiseaux, comme les guépiers à front blanc, représentés ici, les nids sont composés d'un couple parental, maman, papa,
de jeunes, et souvent, pas toujours, mais souvent, de juvéniles, post-juvéniles, je dirais même, des préadultes, tout à fait capables de se reproduire, tout à fait capables de quitter le nid parental et d'aller se reproduire ailleurs, mais qui ne partent pas du nid parental et qui restent à la maison. Pourquoi restent-ils à la maison? Simplement parce que soit les conditions écologiques ne sont pas favorables, soit ils n'ont pas trouvé de femelle, soit, des tas de facteurs. Donc ils restent à la maison chez leurs parents, parfois ils essayent, ils s'en vont, puis ça ne va pas, ils reviennent. Et tant qu'ils sont à la maison, dans le nid parental, ils ne se reproduisent pas. Ça, pas question de se reproduire dans le nid de papa et maman. Alors ils sont là, et ils pourraient passer leur journée à regarder la télévision et attendre que ça passe. Ce qu'ils ne font pas, parce qu'ils participent à l'élevage de leurs propres frères et sœurs, les petits là, qui viennent de naître. Ils vont chercher de la nourriture, ils les protègent contre les prédateurs, ils participent à la réfection du nid, que sais-je encore. Ils sont là, ils sont actifs. Eh bien, chez les guêpiers à front blanc, la fréquence des actes d'assistance, donc de coopération, est très étroitement associée à la corrélation génétique qu'ont les assistants avec les jeunes qui se trouvent dans le nid. Lorsque les jeunes qui se trouvent dans le nid sont des frères et sœurs, ils manifestent près de 90% d'actes d'assistance. Lorsque les jeunes qui se trouvent dans le nid par manipulation, évidemment on peut manipuler ça, sont des demi-frères ou des demi-sœurs, on ne trouve plus que quelques 60% d'actes altruistes. Lorsqu'il s'agit de cousins, ils ne participent plus que dans 20% des actes. Et lorsqu'il s'agit d'individus non apparentés, c'est encore un peu moins. Les guêpiers à front blanc sont tout à fait capables de distinguer les coefficients de corrélation génétique qu'ils ont avec d'autres. Ils savent distinguer un frère d'un cousin, d'un non apparenté. Et ils agissent en conséquence. Je vous dirais que ça ne sert à rien de pouvoir distinguer la corrélation génétique avec ses parents, si ce n'est pas pour le mettre à profit quelque part. Eh bien, la capacité à distinguer les coefficients de corrélation génétique entre moi et mon cousin, entre moi et un apparenté parent, et entre moi et un non apparenté, a un sens puisque l'animal agit en conséquence. En fait, des résultats exactement similaires ont été observés chez les gettes florides, chez les mangoustes naines ou encore chez le martin chasseur et d'autres animaux, bien entendu. Et une des prédictions très fortes de la théorie de la sélection de la parentèle est la suivante. C'est qu'on doit s'attendre à ce que la capacité à discriminer les apparentés, donc à distinguer un frère d'un cousin, d'un arrière-cousin, d'un arrière-oncle, devrait être corrélée inévitablement aux bénéfices procurés par le comportement d'assistance. Supposons un comportement d'assistance qui n'a aucun effet. Qu'on l'attribue ou qu'on le manifeste à l'égard d'un parent ou d'un étranger, on s'en fiche, puisque ça n'a quand même aucun effet sur le bénéficiaire. Eh bien, une méta-analyse réalisée sur plus de 35 espèces d'oiseaux et de mammifères montre qu'il existe en effet une corrélation positive entre ces deux paramètres. Plus les bénéfices procurés par les actes d'assistance s'accroissent, mieux les animaux sont capables de discriminer un parent d'un autre parent. Un autre exemple assez étonnant, je dirais, de comportement coopératif qui a évolué par sélection de la parentèle, concerne la formation des coalitions chez les lions. Vous savez sans doute que les troupes de lions sont en réalité principalement des troupes de lionnes, avec leurs jeunes et quelques mâles. Lorsque les jeunes mâles atteignent la maturité sexuelle, ils ne restent pas dans la troupe de naissance, ils quittent leur troupe d'origine pour pouvoir trouver des femelles étrangères. Ça permet d'éviter évidemment les phénomènes de consanguinité. C'est très souvent le cas chez les mammifères, ce sont souvent les mâles qui s'en vont, pour éviter les accouplements avec leurs sœurs ou avec leur mère. Ces mâles errent. Les lions errants sont très fréquents. Ils errent et pendant des mois, des années parfois, ils peuvent errer, ils chassent, ils se nourrissent, ils prennent de la maturité, ils prennent de la force et ils rencontrent d'autres mâles errants avec lesquels ils peuvent coopérer ou pas coopérer. Coopérer pour quoi faire? Coopérer pour un jour, lorsqu'ils sont suffisamment costauds, aller près d'une troupe de femelles et déloger les mâles qui s'y trouvent pour prendre leur place et pour pouvoir s'accoupler avec les femelles. Donc on a l'habitude de dire, en ce qui concerne les lions, que les mâles d'une troupe sont généralement sur un siège éjectable.
Ils sont là un certain temps, ils ont intérêt à aller vite, parce qu'il y a toujours des mâles errants qui risquent de les chasser de leur position de mâle dominant. Que font les mâles qui prennent possession d'une troupe? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils tuent tous les jeunes de moins de 6 mois. Ils procèdent à un comportement infanticide. Pour quel motif? Eh bien, c'est très simple. Le sevrage a lieu à peu près à 6 mois chez les lions. Donc, tout ce qui a moins de 6 mois est allaité. Et tant que les femelles allaitent, elles ne sont pas réceptives. Donc les mâles ne peuvent pas se reproduire. Et donc plutôt que de se tourner les pouces pendant 6 mois, ils tuent tous les jeunes, comme ça bloque l'allaitement, il n'y a plus rien à allaiter, et les femelles peuvent retrouver des cycles qui leur permettent d'être fertiles et donc de s'accoupler. Ce n'est pas une mince affaire de prendre possession d'une troupe. Pourquoi? Parce que les femelles savent, entre guillemets, elles ne savent pas, mais la sélection a conduit au fait que les femelles défendent les mâles de leur troupe parce qu'elles défendent leurs jeunes, bien entendu, pour éviter le comportement infanticide. Et comme vous voyez sur cette photo, quand un mâle étranger essaye de prendre possession d'une troupe, les femelles ne sont pas contentes et elles aident les mâles dominants de la troupe à chasser le mâle errant, et parfois c'est efficace. Alors, des études génétiques ont révélé un résultat tout à fait étonnant. Vous avez sur ce graphe de gauche l'effectif des coalitions de mâles errants qui prennent possession d'une troupe. Et en abscisse, en ordonnée, la variance qui correspond ici au biais de paternité entre les différents mâles qui prennent possession d'une troupe. Donc si on regarde cette courbe, ce résultat, on constate que lorsque la coalition est composée de 2 mâles errants, eh bien, la variance est faible, donc il y a peu de biais de paternité. En d'autres termes, les 2 mâles se reproduisent de manière à peu près équivalente. Ils ont le même succès en matière de reproduction. Ils ont le même nombre de descendants. Par contre, plus l'effectif de la coalition s'accroît, par exemple à 4 individus, à ce moment-là, il y a un biais pratiquement de 80 à 100%. Ça veut dire qu'un des individus monopolise la reproduction par rapport aux autres. Il y en a un qui se reproduit, ou qui assure l'essentiel de la reproduction. Il y a un biais dans les paternités. Et sur les graphes de droite, vous avez l'effectif des coalitions et le pourcentage de non-apparentés dans ces coalitions. Et ce que vous voyez, c'est que quand on a une coalition de 2 mâles errants, il y a à peu près 80% d'individus non apparentés. En fait, dans la plupart des cas, les coalitions de 2 mâles sont 2 mâles non apparentés. Par contre, quand on a 4 à 10 individus dans la coalition, aucun des individus est non apparenté. Les individus sont tous des frères, ou des cousins, que sais-je. Eh bien, quand on confronte ces 2 graphes, on constate quoi? On constate que lorsque l'effectif de la coalition est de 2, les individus partagent équitablement la reproduction, mais c'est parce qu'ils sont non apparentés. Donc, on n'est pas apparenté, il n'y a pas de sélection de la parentèle qui peut jouer, puisque R est nul, et on travaille ensemble, mais on a chacun notre bénéfice immédiat, c'est du mutualisme. Exactement comme la coopération pour capturer des proies ou pour se défendre contre des prédateurs. Par contre, quand les effectifs sont plus importants, je monte ici tout de suite, tous les individus sont apparentés. Et quand on a 4 individus, par exemple, tous sont apparentés, et là, il y a un biais dans la reproduction. Ça veut dire que c'est un frère qui se reproduit pour les autres. Pas de souci, il transmet des copies de mes gènes, c'est mon frère. Il y a un effet de sélection de la parentèle. Donc on peut dire que dans cette situation-là, c'est la sélection directe par mutualisme qui favorise l'apparition de coopération entre les mâles errants pour les petits effectifs, et c'est la sélection de la parentèle qui agit pour les grands effectifs. Alors nous avons parlé d'animaux multicellulaires. Est-ce que la coopération existe aussi par sélection de la parentèle, donc par sélection indirecte, chez les organismes unicellulaires? Oui. C'est le cas chez Dictyostelium, c'est-à-dire l'amibe acrasiale. Les amibes acrasiales sont des unicellulaires qui vivent une vie libre, solitaire, dans le sol. Et lorsque les conditions deviennent défavorables, les acrasiales communiquent par un système d'AMP cyclique et se regroupent pour constituer ce qu'on appelle un grex, une sorte de saucisse. Ils s'agrègent, et de ce grex vont se différencier 2 structures, un pied et une capsule sporifère. Vous voyez cela illustré ici, la capsule avec le pied.
Au départ, tout le monde est égal. Et à l'arrivée, tout le monde n'est plus égal. La capsule sporifère permet quoi? La capsule sporifère, elle est un peu en hauteur. Les amibes se transforment en spores et donc peuvent disséminer avec le vent ou avec des insectes, avec des oiseaux, que sais-je, pour aller vers d'autres territoires, éventuellement plus riches sur le plan alimentaire. Ces grex se forment, ces agrégats se forment lorsque les conditions alimentaires locales deviennent défavorables, et donc on établit une structure de dispersion pour aller ailleurs, coloniser de nouveaux environnements. Vous avez là un comportement véritablement altruiste, puisque ceux-ci sont bénéficiaires de la structure, mais ceux qui constituent le pied, eux, payent un coût majeur, puisque les amibes qui se différencient en un pied, ne se reproduiront jamais, puisqu'ils ne se transforment pas en spores, et en outre, ils vont mourir à peu près dans les heures qui suivent. Donc certains individus se sacrifient pour soutenir d'autres individus, pour qu'ils puissent disperser. Les amibes sont capables de reconnaître leurs apparentés et de se ségréger en fonction de la distance génétique. Lorsqu'on met dans une boîte de pétri différentes souches d'amibes, différents clones d'amibes, dans une même boîte de pétri, et que la nourriture est réduite, les individus vont commencer à se ségréger en fonction de la distance génétique. Et c'est significatif. Alors vous allez me dire, c'est très bien, mais... Ah ben non, attendez, je peux vous illustrer ça de manière très claire. Voici une expérience qui montre ça de manière en couleur et en deux dimensions. Au-dessus, vous avez deux souches d'amibes colorées par immunofluorescence, une souche verte et une souche rouge. En dessous, deux souches très proches génétiquement, au-dessus, deux souches éloignées génétiquement, différentes génétiquement. Au temps T0, on les mélange bien et elles sont bien homogènes, les rouges et les vertes sont bien mélangées. Après 9 heures, tendance à l'agrégation pour constituer la structure de dispersion. Et que se passe-t-il? Vous voyez déjà qu'il commence à y avoir des agrégats, mais au sein de ces agrégats, il y a des clusters, des petits agrégats rouges et des petits agrégats verts qui n'apparaissent pas aussi clairement ici lorsque les souches sont similaires génétiquement. Et puis après 13 heures, vous avez des gros agrégats rouges et des gros agrégats verts, chacun chez soi, lorsque les souches génétiques sont très différentes, alors que ce n'est pas le cas lorsque les souches génétiques sont très similaires. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert de reconnaître son degré de parenté et de se ségréger comme ça chez les amibes? Pour une raison bien simple, c'est que dans un environnement donné, il peut y avoir fortuitement plusieurs souches bactériennes différentes qui ont essaimé et qui sont arrivées là. Et lorsque le milieu devient défavorable, il faut constituer cette structure de dispersion. Et lorsqu'on constitue cette structure de dispersion, rappelez-vous, il y a des bénéficiaires, mais il y a des altruistes. Les bénéficiaires sont là, les altruistes sont là. Qui va participer à quelle partie de la pièce? Qui va jouer le jeu de faire le pied? Qui va jouer le jeu de faire les spores, dès lors qu'on a deux souches génétiques différentes? Eh bien, c'est un sens de reconnaître ces apparentés, parce qu'il existe, comme dans tout système coopératif, des tricheurs. Et l'expérience a été réalisée il n'y a pas si longtemps, où on a mis dans des boîtes, en élevage, des clones, deux clones différents génétiquement. Cela dans plusieurs cas, 1, 2, 3, 12 expériences. Et on a regardé, ce n'est pas nous, ce sont les Américains qui ont fait ça, ils ont regardé dans les spores et dans le pied la contribution du clone 1 et du clone 2. Donc ici au-dessus, c'est un exemple, ce petit exemple-là. Les spores du clone 1 participent à moitié et les spores du clone... Enfin, la capsule sporifère est composée à moitié des individus du clone 1 et des individus du clone 2. La capsule, le pied est constitué à moitié des individus du clone 1 et du clone 2. Eh bien, lorsque on fait cette expérience, je prends le premier cas, voilà ce qu'on observe. On a mis deux souches ensemble, NC60.1 et NC60.2, qui sont différentes génétiquement. Il y a structure de dispersion. On prend la structure de dispersion et par un système d'analyse génétique, on détermine quelle est la proportion du clone 1 dans les spores et quelle est la proportion du clone 1 dans les pieds. Et là, vous voyez qu'au niveau de la capsule sporifère, les deux clones participent de manière relativement équilibrée. Le clone 1 représente 53% de la capsule sporifère, alors que le clone 2 en représente 47%, c'est relativement équilibré. Par contre, le clone 1 est un tricheur, parce qu'il ne participe qu'à concurrence que de 3% dans la formation du pied
donc pied égale amibes qui sont stériles et qui meurent, alors que le clone 2 participe à 97% dans la formation du pied. Le clone 1 profite des bénéfices, formation d'un pied et d'une capsule sporifère pour disséminer, mais ne paye pas le coût de la coopération, parce qu'il ne s'investit pas dans la structure portante. C'est un tricheur. La sélection de la parentèle dépasse le cadre des organismes. On a vu que ça pouvait agir chez différents types d'organismes multicellulaires, des grands vertébrés. On a vu que ça agissait aussi chez les organismes unicellulaires. Parfois, la sélection de la parentèle peut même agir à des niveaux inférieurs de l'organisation biologique, comme les spermatozoïdes. Ceci sont des photos prises en microscopie électronique, bien entendu, de spermatozoïdes de Apeudemus sylvestris. Ce sont des mulots, des rongeurs. Et vous voyez que ces spermatozoïdes ont une drôle de forme. Voici la tête d'un spermatozoïde de mulot. Ce spermatozoïde possède un crochet qui est fermé, qui est formé avec une espèce de glu au niveau du cou du spermatozoïde. Vous voyez cela en contraste de phase ici au-dessus. Et ici, par immunofluorescence, vous avez la zone qui est l'acrosome, qui est la zone qui contient différentes enzymes, dont l'acrosine, qui permet au spermatozoïde de pénétrer l'œuf et d'assurer sa fertilisation. Eh bien, lorsque le mâle éjacule, dépose son sperme dans le tractus génital d'une femelle au moment de l'accouplement, il envoie ses spermatozoïdes avec leurs crochets fermés, et dès que les spermatozoïdes arrivent dans l'utérus, même dans le vagin, les crochets s'ouvrent et les spermatozoïdes s'accrochent les uns aux autres pour constituer des trains de spermatozoïdes qui vont se déplacer dans le tractus génital des femelles vers les ovules. Ces trains constituent un avantage considérable puisque les expériences réalisées in vitro montrent que les trains, ici représentés en rouge, se déplacent beaucoup plus rapidement que les individus seuls, près de 2 fois plus vite que les individus spermatozoïdes seuls, isolés. Et cela, c'est vrai pour des taux de viscosité croissants. Alors, c'est une échelle relative, mais vous voyez que plus la viscosité du milieu s'accroît, plus la vitesse est ralentie, jusqu'à un point où un spermatozoïde solitaire n'avance plus, n'a plus la force pour avancer, alors que le train, lui, continue à progresser. Les mulots sont des animaux qui s'accouplent avec plusieurs... Les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles dans un delta temps très réduit. Donc, il faut aller vite. Parce que si on attend là, on a tout le temps avant d'arriver à l'œuf, on a encore 2-3 heures pour y arriver, il y a probablement un autre mâle qui aura déposé son sperme et il y aura une compétition entre les spermatozoïdes. C'est d'ailleurs un cas de compétition spermatique. On voit donc qu'il y a une coopération effective. En s'accrochant, ils constituent des trains et ces trains ont plus de puissance pour se déplacer vers les ovules. Vous allez me dire, ça c'est un bénéfice, mais où est le coût? Le coût existe évidemment. Sur ce graphe, vous avez l'état ou la proportion de spermatozoïdes dans différents états en fonction du temps. Alors regardons, si vous le voulez bien, calmement ce graphe qui est particulièrement riche en informations. En jaune, vous avez la proportion de spermatozoïdes qui ont ouvert leur crochet après l'éjaculation. Après 1 minute, près de 50% des spermatozoïdes ont ouvert leur crochet. Après 5 minutes, 100% des spermatozoïdes sont accrochés. Ou en tous les cas, non, ont ouvert leur crochet. Et puis, voilà, ça continue. Regardons cette fois la courbe rouge, ici, qui représente l'agrégation du sperme en train. Après 5 minutes, vous avez près de 80% des spermatozoïdes qui sont accrochés, et après 20 minutes, 100% ou presque 100%. Donc ça va extrêmement vite. Les spermatozoïdes sont émis, ils s'ouvrent, ils commencent à s'accrocher les uns aux autres. Et hop, le train s'en va. Et puis, bien entendu, l'agrégation diminue avec le temps, pour un motif bien simple, c'est qu'un train de spermatozoïdes qui arrive devant un ovule, ils ne savent pas tous féconder en même temps, ils rentrent pas, le train ne rentre pas dans l'œuf. Il faut qu'ils se libèrent les uns des autres, qu'ils se séparent pour qu'il n'y en ait plus qu'un qui puisse rentrer dans l'ovule. Où est le coût? Le coût, il est ici. Regardez le nombre de spermatozoïdes, la proportion de spermatozoïdes qui ont subi une réaction acrosomiale, en d'autres termes, qui ont consommé leur acrosome. Il est très faible au début, et puis il s'accroît. Et après 1 heure, 50% des spermatozoïdes ont perdu leur acrosome. En fait, si vous regardez la 3e
histogramme en gris, vous avez l'hyperactivation, c'est-à-dire la vitesse de déplacement. Eh bien, il y a une corrélation très forte entre la proportion de bleu, donc de spermatozoïdes qui perdent leur acrosome, et la vitesse de déplacement des spermatozoïdes, du train de spermatozoïdes. En fait, on sait aujourd'hui que les spermatozoïdes, tous les spermatozoïdes d'un train ne participent pas à la progression du train. Seule une partie des spermatozoïdes pousse le train. Et ce faisant, ça leur coûte tellement d'énergie qu'ils consommeraient, c'est une hypothèse, une partie des substances de l'acrosome pour la métaboliser, pour la transformer en énergie, pour progresser, pour propulser le train de spermatozoïdes. Mais lorsqu'ils arrivent près de l'ovule, ils n'ont plus d'acrosome, donc ils ne savent plus pénétrer dans l'œuf. Donc ils se sacrifient pour pousser le train pour que d'autres spermatozoïdes puissent pénétrer dans l'œuf. Vous avez ici encore un cas de sélection de la parentèle, puisque les spermatozoïdes sont apparentés les uns aux autres, et donc certains se sacrifient pour que d'autres puissent pénétrer dans l'œuf. Ce phénomène de coopération spermatique n'est pas du tout anecdotique. On peut imaginer, oh, c'est formidable. Non, en fait, oui, c'est formidable. Mais ce n'est pas limité aux mulots sylvestres. Il existe des tas de phénomènes de coopération spermatique chez les gryoblatidés, chez les gladiateurs, chez les tizanours, les poissons d'argent. Plusieurs espèces de marsupiaux ont des coopérations spermatiques avec des spermes qui se collent l'un à l'autre parce qu'à deux flagelles, ils vont plus vite que seuls. Et puis ils se libèrent, évidemment, ils se séparent plus tard. Chez des oligochètes et des polychètes, donc des vers annélides, il y a souvent des agrégats de spermatozoïdes parce qu'ensemble, ils se débrouillent mieux que seuls. Et puis vous avez plusieurs espèces de rongeurs qui ont des spermatozoïdes qui se terminent en crochets pour pouvoir s'accrocher les uns aux autres et coopérer. La coopération entre spermatozoïdes a évolué parce qu'il existe une compétition entre les spermatozoïdes de différents mâles dans le tractus génital des femelles. Et pour pouvoir lutter dans cette compétition, les individus apparentés, issus d'un même père, coopèrent par n'importe quel moyen possible pour optimiser leurs chances d'être les premiers à fertiliser le ou les œufs à fertiliser. Alors, à l'heure actuelle, il ne fait aucun doute que la sélection de la parentèle est une des explications les plus solides, les plus pertinentes et les plus reconnues dans la communauté scientifique pour justifier de l'évolution de la coopération chez les amibes acrasiales, pour justifier de l'évolution de la socialité chez les termites, pour justifier de l'évolution de la socialité chez les hyménoptères sociaux, les fourmis, les abeilles, les guêpes, pour justifier de l'évolution de la coopération et du comportement d'assistance chez plusieurs espèces d'oiseaux, ainsi que chez plusieurs espèces de mammifères, et en ce compris les primates. Alors, les insectes sociaux, et en particulier les hyménoptères, comme les fourmis, les abeilles ou les guêpes, constituent sans doute un des plus beaux modèles d'application de la théorie d'Hamilton, la théorie de la sélection indirecte. Et cela tient en grande partie à leur système de détermination du sexe, que l'on qualifie de haplodiploïde. Cela signifie que les mâles sont haploïdes et les femelles sont diploïdes. Les mâles sont haploïdes, ça veut dire qu'ils sont issus d'œufs non fertilisés. Mesdames, à chacune des menstruations, de vos menstruations, quand vous perdez un ovule non fertilisé, ça vous donnerait un fils, en quelque sorte. C'est de ça dont il s'agit. Les mâles étant haploïdes, ils sont issus d'œufs non fertilisés, pas de fertilisation, donc voilà, ils n'ont que N chromosomes, et bien sûr, leurs gamètes ne peuvent pas subir de méiose, puisqu'il n'y a que N chromosomes. Et donc, tous leurs spermatozoïdes sont identiques entre eux, et identiques aux mâles. En fait, c'est un drôle de système, parce que les mâles, dans les sociétés d'hyménoptères, n'ont pas de fils, puisqu'ils ne se reproduisent que via des œufs fertilisés. Il faut bien que leur sperme rentre dans quelque chose. Donc, ça donne des femelles. Et les fils n'ont jamais de père. Il n'y a pas de relation entre les mâles de deux générations. Ce système, évidemment, induit des asymétries génétiques assez extraordinaires. Et l'explication de la théorie d'Hamilton et son application particulière chez les hyménoptères sociaux, eh bien, peut être expliquée comme ceci. Vous avez une femelle qui s'accouple avec un mâle. Nous sommes par exemple chez les abeilles. La femelle donne un ovule à ses filles,
elle est apparentée à 50% avec ses filles. Et ses fils d'ailleurs. Elle donne un ovule. Le mâle, lui, tous ses spermatozoïdes sont identiques. Donc il donne un spermatozoïde à un œuf qui se développe en une femelle. Le mâle n'a pas de fils, puisque les fils étant haploïdes, ils sont issus de non fertilisés, donc il n'y a pas eu de spermatozoïde qui est rentré dedans. Donc ils sont apparentés à 0 avec les fils de la colonie. Eux, leur succès reproductif ne passe que via des filles. Eux, ils ont intérêt à ce que toute la colonie ne fasse que des filles. Ce n'est pas l'objet du débat. Dans un système comme celui-là, les asymétries sont telles que deux femelles filles sont plus apparentées entre elles qu'elles ne le sont avec leurs propres descendants potentiels. Pourquoi 75% entre deux sœurs? Je suis une femelle ouvrière et j'ai une sœur là, à côté de moi. Nous avons toutes les deux la moitié de notre génome qui vient de notre père et l'autre moitié qui vient de notre mère. Nous sommes issus d'eux fertilisés. La moitié qui vient de notre père était rigoureusement identique, puisque tous les spermatozoïdes de papa sont les mêmes. Donc la moitié de notre génome est identique. Donc on part déjà avec 50% de gènes en commun. Et l'autre moitié, qui est la part maternelle, elle a une chance sur deux d'être identique. Donc la moitié de notre génome a une chance sur deux, donc c'est un demi fois un demi, ça fait un quart. Donc au total, ma sœur et moi, nous avons 50% plus 25%, 75% de gènes en commun. Je ne vous demande pas de réfléchir sur ces calculs. Retenez simplement que, parce qu'il va y avoir de plus en plus de chiffres, retenez simplement que, voilà, dans un tel système, la corrélation génétique entre deux sœurs est énorme et supérieure à celle qu'aurait eu cette femelle si elle s'était mise à pondre des filles et des fils, puisqu'elle n'est apparentée qu'à 50% avec ses descendants, comme le fait la reine d'ailleurs avec ses filles. Dans un tel système, le succès reproductif des ouvrières peut être maximisé par sélection indirecte en élevant des sœurs, plutôt que leur propre reproduction, c'est-à-dire par sélection directe. Il vaut mieux que j'élève mes sœurs avec lesquelles j'ai 75% de gènes en commun, plutôt que mes fils et mes filles avec lesquels je n'ai que 50% en commun. Toutes choses étant égales, si j'en produis autant dans ce sens-là que dans ce sens-là. Cela explique, pour beaucoup de monde, ou cela est une des explications, pour être tout à fait précis, pour justifier de la coopération, voire de la stérilité totale des ouvrières chez beaucoup d'espèces de fourmis et de l'absence de reproduction chez des aiguettes ou des abeilles ou des bourdons. Le problème n'est pas là. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la plupart des articles que vous trouverez sur la sélection de la parentèle, ce sont les insectes sociaux que vous trouverez et c'est cette explication-là que vous trouverez. Eh bien, la sélection de la parentèle, le bénéfice indirect, les corrélations génétiques très fortes entre sœurs, ont clairement expliqué l'évolution de la socialité chez ces organismes. C'est un des facteurs. Mais autant la sélection de la parentèle a favorisé la coopération, autant la sélection de la parentèle, assez paradoxalement, est à l'origine de conflits au sein des sociétés. En fait, la même théorie permet d'expliquer la coopération grâce aux valeurs de R très fortes, mais elle explique aussi le revers de la médaille sociale, qui sont les conflits. Vous devez savoir une chose, c'est qu'il n'existe aucun système coopératif qui soit exempt de conflits, à part peut-être les systèmes clonaux. Pourquoi? Parce qu'on a beau être apparenté à 99,9999%, je suis toujours plus apparenté à moi, 100%, qu'à lui, 99,999. Donc j'ai toujours intérêt à tirer la couverture à moi. Alors d'où viennent ces conflits? Eh bien, un des conflits majeurs qui illustre très bien les prédictions de la théorie de la sélection de la parentèle, donc la théorie de la sélection indirecte, concerne la proportion de mâles, l'origine des mâles qui sont produits dans les sociétés. Voici une ouvrière. Chez beaucoup d'espèces d'insectes sociaux, d'hyménoptères sociaux, les ouvrières ont conservé des ovaires. Ces ovaires sont régressés, ne s'expriment pas. Mais ils pourraient s'exprimer et les ouvrières pourraient pondre des œufs. Comme ces œufs sont non fertilisés, parce que les ouvrières ne s'accouplent pas, il n'y a pas de sperme, donc elles font des œufs haploïdes, donc elles font des mâles. Les ouvrières pourraient avoir intérêt dans ces sociétés animales à faire des mâles, parce qu'elles sont apparentées à 50% avec leurs fils, alors qu'elles ne sont apparentées qu'à 25% avec leurs frères. Elles sont plus apparentées à leurs fils qu'à leurs frères. Évitons les calculs inutiles. Vous allez me dire, oui, ça c'est très bien, donc moi, ouvrière, j'ai intérêt à pondre plutôt qu'à élever mes frères. Mais si moi je ponds, mes sœurs vont pondre.
Il n'y a pas de raison que sur 5000 ouvrières, je sois la seule à pouvoir pondre. Toutes les ouvrières vont pondre. Et si on est 5000 ouvrières dans la colonie et que chaque ouvrière pond un œuf, mâle, moi, Serge Aron, femelle ouvrière de fourmis, je vais élever mon fils à 50% et 4999 neveux. Et quelle est ma corrélation génétique avec mes neveux? Ma corrélation génétique avec mes neveux, elle est de 0,375. Parce que ma corrélation génétique avec ma sœur ouvrière est de 0,75 et qu'elle est apparentée avec son fils de 0,5. Donc 0,75 fois 0,5, ça fait 0,375. De nouveau, le calcul n'importe peu. Ce qui est important ici, c'est que les ouvrières ont intérêt à élever leurs fils et leurs neveux plutôt que leurs frères. Parce que génétiquement, elles sont plus apparentées à leurs fils et à leurs neveux qu'à leurs frères. Ce n'est pas le point de vue de la reine, ça. Parce que la reine qui se trouve au sommet, là, elle est apparentée à 50% avec ses fils, mais à 25% avec ses petits-fils, si ses ouvrières pondaient des œufs. Donc, in fine, les reines ont intérêt à ce que la société élève leurs propres fils, 50% de corrélation génétique, c'est-à-dire les frères des ouvrières, alors que les ouvrières, elles, ont intérêt à élever leurs propres fils et leurs propres neveux, qui sont les petits-fils de la reine. Vous avez là un conflit qui existe, hein, ce n'est pas purement théorique. Mais ce qui est intéressant, c'est que la théorie de la sélection de la parentèle permet de s'amuser avec ce genre de prédiction. Et vous allez voir que ça va un peu se compliquer. Pas beaucoup, mais un petit peu. Tout le raisonnement que je vous ai tenu ici est un raisonnement qui suppose que la reine ne se soit accouplée qu'avec un seul mâle. C'est très hypothétique, ça. Il existe plein d'espèces d'insectes sociaux et des hyménoptères sociaux chez lesquels les femelles reines s'accouplent avec plusieurs mâles. Mais ça change toutes les données du problème, parce que l'autre ouvrière, là, c'est pas ma sœur, ça devient ma demi-sœur si on n'a pas le même papa. Alors, les asymétries génétiques sont telles qu'on peut les synthétiser, ça devient un peu tordu, mais je vais essayer de les synthétiser sur ce graphique pour vous donner une idée qualitative et pas quantitative. Vous avez ici la valeur de corrélation génétique entre des ouvrières et des mâles, hein, les ouvrières et les mâles de la société, selon le nombre d'accouplements de la reine. Les ouvrières sont toujours apparentées à 50% avec leurs fils. Que ma maman soit accouplée avec 10, 20, 30, 2000 mâles, on s'en fiche, ce sont mes fils. Donc c'est 50%, moi, ouvrière. Je suis toujours une ouvrière focale. Hein. Que ma maman se soit accouplée avec 0, 5, 10, 15, 20, 35 mâles ne change rien quant à ma corrélation génétique avec mes frères, puisque mes frères n'ont pas de père, puisque les pères ne transmettent pas leur génome dans les mâles, donc c'est toujours 25%. Donc c'est pas mal, j'ai toujours intérêt à faire des fils plutôt que des frères, mais comme je vous l'ai dit, si moi je me reproduis, ma sœur peut se reproduire aussi, et je vais élever des neveux. Et la corrélation génétique entre une femelle ouvrière et ses neveux chute selon l'équation qui est reprise au-dessus, et le graphique ici repris en bleu. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en fait, jusqu'à un certain nombre d'accouplements, et en l'occurrence 2 accouplements, les ouvrières sont en conflit avec la reine. Est-ce qu'il faut élever des fils ou des frères? Et donc des neveux. Les ouvrières préfèrent élever des neveux et des fils plutôt que des frères, puisqu'on est au-dessus de 25%. On est dans cette queue-là et on est là au-dessus. Mais si la reine s'accouple avec plusieurs mâles, la corrélation génétique avec les neveux décroît en dessous de 25%. De sorte que le conflit qui oppose les ouvrières à leur mère glisse en un conflit qui oppose les ouvrières entre elles. Parce que chaque ouvrière a intérêt à pondre ses propres fils, mais elle n'a surtout pas intérêt à élever des neveux, parce qu'ils sont moins apparentés à elle que ne sont leurs frères. Alors ça devient un peu tordu, mais en synthèse, moi je suis une ouvrière. Lorsque ma mère s'est accouplée un grand nombre de fois, j'ai intérêt à ce que je puisse élever mes fils, mais uniquement mes fils et mes frères. Pas mes neveux, parce que mes neveux, c'est moins corrélé à moi que mes frères. Que mes frères, oui. Oui, mais chaque ouvrière peut se dire ça. Et donc je rentre en conflit avec ma sœur parce que moi je peux pondre, mais toi tu ne peux pas pondre. Parce que sinon je vais élever des neveux. Et ça, c'est pas bon pour moi. Et cela permet de prédire l'existence en théorie, d'un comportement qui devrait s'appeler un comportement de police des ouvrières, qui fait que les ouvrières devraient s'empêcher mutuellement de pondre, puisque ce n'est pas bon pour chaque individu d'élever des neveux.
il vaut mieux élever des frères à ce moment-là. Ce comportement de police peut s'exprimer de différentes manières. Je peux par exemple frapper toute ouvrière qui se met à pondre, ou bien je peux prendre son œuf et le manger. Comme ça, non seulement je me nourris, mais en plus de ça, je n'élève pas quelque chose qui est très peu apparenté à moi. Un tel comportement existe-t-il? C'est une prédiction qui ne repose que sur un bête raisonnement de la théorie de la sélection de la parentèle. Est-ce que les animaux se comportent en fonction de leur corrélation génétique avec leur environnement? Eh bien, la réponse est évidemment oui. Et cela a été clairement démontré chez l'abeille domestique, chez lesquelles les femelles, les reines, peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles, jusqu'à 20 mâles différents. Dans une situation où il y a 20 mâles, la corrélation génétique entre une ouvrière et ses fils est toujours de 0,5, ce sont ses ovules. Une ouvrière avec son fils, c'est 0,5. Une ouvrière avec son frère, c'est 0,25, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Par contre, la corrélation génétique avec un neveu est de 0,20. Donc, croyez-moi, j'ai fait le calcul. Donc, dans cette situation, l'ouvrière a intérêt à élever ses fils et ses frères, mais pas ses neveux. Mais toutes les ouvrières ont intérêt à élever leurs fils, mais pas leurs neveux. Mais si chacune se dit ça, on a le comportement de police, tout le monde va s'empêcher de pondre mutuellement. Est-ce le cas? Eh bien, l'expérience a été réalisée il y a quelques années, et elle a consisté à prélever des œufs d'ouvrières, pondus par des ouvrières dans une colonie, et des œufs de reines, mâles, des deux groupes, et à les mettre dans une ruche, et à regarder quelle est leur vitesse de disparition au cours du temps. En bleu sont représentés les fils de la reine, corrélation 0,25. En rouge, les œufs produits par les ouvrières, donc les mâles issus d'ouvrières, représentés ici à R plus petit que 0,20. Et comme vous le voyez, après quelques heures, les ouvrières ont éliminé pratiquement 100% des œufs de leurs sœurs, alors qu'elles ont conservé en vie les œufs de leur mère. Après 24 heures, il reste 65% de fils de reines et 2% de fils d'ouvrières, de neveux. Les ouvrières sont donc tout à fait capables de faire la distinction entre les deux types de mâles et de tuer leurs neveux, d'éliminer les œufs issus des autres ouvrières pour s'assurer de l'élevage de leurs frères, les fils de la reine. Elles sont capables de distinguer les corrélations génétiques différentes entre les différents individus. Ici, cela est illustré sur deux photos. Chez la guêpe Dolichowespula saxonica, vous avez un phénomène de police, vous avez cette ouvrière-ci qui se met à pondre dans une alvéole, et dans la seconde qui suit, une autre qui vient lui retirer son œuf. Alors, nous savons que les gènes ne codent pas directement ou extrêmement rarement pour des comportements. Les gènes synthétisent, codent pour des protéines qui vont agir sur le cerveau. Et c'est le cerveau qui est responsable des comportements. Le cerveau et les comportements peuvent être influencés par des facteurs génétiques et par des facteurs environnementaux. Et un des facteurs environnementaux majeurs chez les espèces qui coopèrent, c'est évidemment les autres individus. Quand on vit en société, le facteur social est fondamental. Tout ce qui m'entoure participe de mon environnement, et mon environnement immédiat, ce sont les autres individus de mon groupe. Eh bien, la première démonstration, ou une des premières démonstrations les plus éclatantes du rôle de la génétique sur le comportement social, nous vient d'une étude d'il y a une bonne dizaine d'années, réalisée sur la fourmi de feu aux États-Unis, chez laquelle il existe deux types de formes sociales. Des sociétés monogynes, c'est-à-dire des sociétés où il n'y a qu'une seule reine, et chez la même espèce, un peu plus loin, à 10 mètres, des sociétés polygynes où il y a plusieurs reines reproductrices dans la colonie. Les reines sont représentées ici en gros. Vous avez donc deux formes sociales qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, vous n'avez qu'une seule mère qui s'accouple qu'une seule fois, qui est la seule pondeuse, et de l'autre côté, vous avez 10, 20, 30, 40, 250 mères qui pondent. Deux formes sociales fondamentalement différentes. Eh bien, des études génétiques montrent que cette structure sociale, monogyne ou polygyne, est sous l'influence d'un gène, qui est le gène GP9, General Protein 9, qui est un simple gène avec deux formes alléliques, petit b et grand B, et qui combine, selon les lois,
des petits poiridés de Mendel, 3 combinaisons génotypiques possibles, grand B homozygote, petit b homozygote, ou bien grand B, petit b hétérozygote. 3 possibilités. Les reines grand B sont létales, elles naissent, et dans les jours qui suivent, elles meurent. Donc quand on est homozygote petit b, on meurt. Il ne reste donc que des reines grand B et grand B, petit b. Eh bien, la structure sociale est sous l'effet d'un contrôle génétique exercé par les ouvrières. En fait, les ouvrières sont des tueuses. Les ouvrières grand B n'acceptent que les reines comme elles, grand B. Et elles n'en acceptent qu'une seule. Alors que les ouvrières grand B, petit b éliminent tous les individus qui ne possèdent pas l'allèle petit b. Et elles acceptent plusieurs reines. Donc, les ouvrières qui possèdent l'allèle petit b, pour GP9, tuent tous ceux qui ne possèdent pas l'allèle petit b. Il y a moins de les leurrer. On peut faire semblant de prendre un individu qui sent petit b, mais qui n'est pas petit b. Et elle l'accepte. Donc, c'est vraiment l'expression de petit b qui est déterminante dans la structure sociale. Et cette reconnaissance, présence ou absence de petit b, est vraisemblablement d'origine chimique. En fait, ce phénomène s'appelle le phénomène de la barbe verte, que Dawkins avait nommé comme cela, et puis Hamilton avait nommé cela aussi. C'est que les individus reconnaissent phénotypiquement quelque chose de génétique chez les partenaires. Et donc, si j'ai un laissez-passer génétique, je dois l'afficher. Et une idée qu'ils avaient eue, c'était de mettre une grosse barbe verte aux individus, comme illustration, comme ça. Moi, j'ai une barbe verte parce que je suis possesseur de tel allèle de gène. Ah, monsieur a une barbe rouge, je vais le tuer. Par contre, monsieur a une barbe verte, je vais l'accepter, c'est mon ami. C'est un signe extérieur, non pas de richesse, mais de génotype. C'est ce qu'on appelle l'effet barbe verte. C'est le premier exemple démontré d'effet barbe verte dans le monde animal. Cet exemple est intéressant parce qu'il nous montre l'existence d'un effet génétique sur une structure sociale. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Et des études un peu plus poussées ont récemment été réalisées chez l'abeille domestique, où on a pu mieux analyser comment les gènes s'expriment dans le comportement. Et en particulier, on en est tout qu'au début, mais en particulier, comment des gènes peuvent s'exprimer dans un comportement social. Je ne parle que de comportement social ici. Alors chez les abeilles, il est notoire que les individus peuvent se différencier le travail. Vous avez des nourrices et vous avez des fourrageuses. Les nourrices restent à l'intérieur de la ruche, s'occupent de la construction, de nourrir le couvain, de nettoyer la ruche. Et les fourrageuses, elles sortent et elles vont chercher de la nourriture, pollen, nectar, que sais-je encore. Cette division du travail est étroitement associée à l'âge. Les nourrices restent au nid jusqu'à 2-3 semaines d'âge, 3 semaines, et puis la dernière semaine de leur vie, en fait, statistiquement, elles sortent. Donc vers l'âge de 3 semaines, elles sortent, et elles vont fourrager, et généralement, elles ne vivent pas très longtemps, 1 semaine ou 2, et puis elles meurent. C'est une courte durée de vie, une abeille. Quelle est l'origine de ce comportement social? Eh bien, on sait que le comportement de fourragement, de récolte de nourriture, est sous l'influence de l'expression d'un gène qui s'appelle AMPHOR, pour foraging, et AM c'est Apis mellifera, FOR pour foraging. Et ce gène code pour une protéine qui s'appelle PKG. C'est un nom plus compliqué, mais je l'ai synthétisé sous l'expression PKG. Et on peut quantifier la concentration en PKG dans le cerveau des abeilles selon leur activité. C'est ce que les auteurs ont fait. Et vous avez sur ce graphique 3 colonies qu'ils ont échantillonnées, les nourrices en blanc, les fourrageuses en gris, et la concentration en PKG dans les 2 castes chaque fois. Et comme vous le voyez, la concentration en PKG dans le cerveau des abeilles est de 2 à 8 fois supérieure chez les fourrageuses que chez les nourrices. Fort bien. Est-ce lié à l'âge ou est-ce lié à l'activité? Est-ce lié au fait que quand je sors, j'ai plus d'expression de PKG dans le cerveau? Ou est-ce lié simplement au fait que, j'ai 3 semaines, pings, expression génétique, je sors? Alors pour savoir cela, pour résoudre ce problème,
ce qu'on fait, c'est qu'on crée des cohortes uniques d'abeilles, c'est-à-dire qu'on crée une ruche artificielle avec toutes des abeilles du même âge. Par exemple, toutes des jeunes. Alors elles sont toutes là nourrices, elles ont quelques jours, une semaine, elles travaillent, mais elles finissent par avoir faim. Et à un moment donné, il y a des jeunes qui vont sortir chercher de la nourriture, parce que sinon, tout le monde meurt puisqu'il n'y a pas de nourriture qui rentre dans la société. C'est ce que j'appelle, ou c'est ce qu'on appelle les fourrageuses précoces, qui sont toutes jeunes, mais qui sont censées normalement rester à l'intérieur, mais qui sortent. Et bien, quand on regarde la concentration en pKg dans le cerveau des abeilles nurses et fourrageuses précoces, donc elles ont le même âge, mais elles ont des activités différentes, une fois de plus. La concentration en pKg, donc l'expression d'amphore, est nettement supérieure chez les fourrageuses que chez les nourrices, repris ici en blanc. Or, elles ont toutes le même âge. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'activité. Je sors et bam, activation de amphore qui me, sans doute, stimule à récupérer de plus en plus de nourriture. Alors les auteurs de ces études ont poussé le vice jusqu'à étudier le profil d'expression génétique de 5500 gènes dans le cerveau des abeilles. C'est-à-dire plus du tiers du génome de l'abeille domestique, puisque vous savez que l'année passée, ou peut-être il y a 2 ans, le génome de l'abeille domestique a été intégralement séquencé et qu'il contient à peu près 14 000 gènes. Ils ont étudié l'expression génétique de 5500 gènes dans le cerveau, que j'ai représenté schématiquement ici à gauche, le gène FOR, le gène MVL, 5500. Et vous avez dans la colonne de gauche 60 ouvrières jeunes, nourrices, et 60 ouvrières plus âgées, et on regarde l'expression génétique chez ces différents individus. Et voilà ce que donnent les résultats des analyses, qui sont des analyses d'expression génétique qui reposent sur l'utilisation de micro-arrays, ce sont des micro-puces. C'est un mécanisme assez compliqué, on peut reparler après, par l'étude des ARN messagers, peu importe. En jaune, ce qui s'exprime pas, ou peu, et en bleu, ce qui s'exprime fort, beaucoup. Et vous voyez que chez les jeunes nourrices, ils ont classé cela évidemment dans un ordre pour que ce soit clairement visible, 40% des 5500 gènes s'expriment différemment entre les nourrices et les fourrageuses. Chez les jeunes nourrices, la première moitié, je dirais, des gènes s'expriment peu et la seconde moitié s'exprime très fort. On a des couleurs bleues. Alors que chez les vieilles fourrageuses, la première moitié s'exprime beaucoup, et la deuxième moitié s'exprime peu. Vous avez quelque chose qui est tout à fait complémentaire dans l'expression génétique de ces 5500 gènes dans le cerveau. Alors, ils ont évidemment voulu reproduire l'expérience au niveau de sa démonstration pour savoir si c'était lié à l'âge ou à l'activité. Et donc, ils ont constitué, comme précédemment avec ces cohortes uniques de même âge, ils ont constitué des jeunes nourrices et des vieilles nourrices, des jeunes fourrageuses et des vieilles fourrageuses. Et vous voyez que l'expression génétique colle avec l'activité et pas avec l'âge. Les jeunes nourrices ont le même profil que les jeunes nourrices, tout va bien. Mais les old nurses, les vieilles nourrices, ont le même profil génétique que les jeunes nourrices. Donc c'est bien nourrices et pas jeunes ou vieux qui comptent. Et vous avez la même chose pour les fourrageuses. Les jeunes fourrageuses expriment la moitié des gènes ici et pas ceux-là, comme le font les vieilles fourrageuses. Donc il s'agit bien d'un effet activité et pas d'un effet âge. La division du travail chez les abeilles repose, bien entendu, en partie sur l'âge, mais cet âge est étroitement associé à l'expression de différents gènes dans le cerveau. Ce n'est pas que l'âge. La génétique joue dans l'organisation sociale. Alors bon, pour terminer, les gènes de la coopération, existent-ils? Personne ne sait. Mais beaucoup de gens le cherchent, croyez-moi. On cherche, nous et d'autres, le gène qui code pour des comportements altruistes. On ne sait pas s'il existe un gène, s'il existe 50 gènes ou s'il existe 0 gène. On n'en a aucune idée. Mais on cherche des séquences d'ADN qui pourraient expliquer les comportements coopératifs. Ce que l'on sait, c'est que même s'il n'existe pas de gène de l'altruisme, la sélection de la parentèle, elle existe. La sélection de la parentèle permet d'expliquer l'évolution de comportements altruistes de manière éclatante. Elle n'est pas la seule. D'autres théories ont été proposées pour justifier de la coopération.
Des théories comme le mutualisme, dont j'ai parlé au début, l'union fait la force dans la défense ou dans la capture de proie, la réciprocité, voire la manipulation, je vous force à me servir. Mais aucune de ces hypothèses, aucune de ces théories ne permet d'expliquer des phénomènes comme la stérilité partielle, voire totale, le sacrifice complet de sa propre reproduction pour d'autres. Aucune théorie à part la théorie de la sélection de la parentèle. La théorie de la sélection de la parentèle est la seule aujourd'hui qui soit capable d'expliquer l'altruisme de reproduction tel qu'il s'observe chez la plupart des animaux et en particulier chez tous les insectes sociaux. Alors bon, l'altruisme, la sélection de la parentèle est la seule théorie à pouvoir expliquer cela. La théorie de la sélection de la parentèle, comme on l'a vu, s'exprime à différents niveaux de l'organisation biologique, chez les organismes pluricellulaires, chez les organismes unicellulaires, à des niveaux inférieurs, comme les spermatozoïdes, et probablement aussi au niveau cellulaire ailleurs dans le corps. La reconnaissance et le rejet des greffes, ce n'est rien d'autre que de la sélection de la parentèle, vraisemblablement. Et, in fine, elle est ubiquiste. On l'a retrouvée à peu près partout. En d'autres termes, c'est une théorie fondamentale qui a permis, depuis 1963, date de sa proposition, d'être testée au niveau heuristique. Elle a une grande valeur heuristique. Donc, comme je vous l'ai montré, on peut faire des calculs sur les corrélations et déterminer quel est le comportement qu'on doit observer. Et ça marche dans presque tous les cas, pas tous, mais dans presque tous les cas où on a établi des calculs de corrélation génétique et où on a fait des prédictions comportementales, ces prédictions se sont révélées exactes. Et en ce sens, la théorie de la sélection de la parentèle est une étoile, je dirais, une pierre fondamentale dans notre compréhension des mécanismes de l'évolution et de la sélection naturelle. Et je vous remercie pour votre attention. On va passer à la séance de questions qui ouvre le bal. Monsieur Alexandre. C'est pour ouvrir le bal. Que sait-on de la perception de cette corrélation génétique dans le règne animal en général? J'ai eu une partie de la réponse avec le phénotype barbe verte. Bon, ça concerne les fourmis. J'imagine aisément que dans des situations rencontrées chez les hyménoptères sociaux, chez les termites, ces animaux vivent tous ensemble. Il y a une perception quasi automatique de la parenté, je suppose. Mais que se passe-t-il, par exemple, chez les oiseaux, les mammifères? Encore faut-il pratiquer l'expérience. On sépare deux individus appartenant à une même nichée dès la naissance. On les élève indépendamment l'un de l'autre. Est-ce que par la suite, lorsqu'ils se retrouvent, ils perçoivent effectivement un lien de parenté? Je ne peux pas répondre, je peux répondre à la question, mais pas de manière carrée. Chez les insectes, il est clair que les individus peuvent reconnaître leur degré de parenté dans bien des cas sur la base d'une similitude d'odeur. Ça s'exprime par un mécanisme proximal qui est l'odeur. Chez les oiseaux, on a démontré que les individus apprennent à reconnaître le chant de leurs apparentés. On a fait des expériences où on a pris des oiseaux avec différents groupes de partenaires, et à l'âge adulte, ils ont une mémoire des cris, et ils savent, ah, ça c'est un parent, ça n'en est pas un, par apprentissage. Chez les mammifères comme les souris, par exemple, si je ne me trompe pas, si on prend un individu X, il est capable, à l'âge adulte, donc il grandit avec sa mère, il est capable, à l'âge adulte, de reconnaître et de s'accoupler préférentiellement avec une femelle qui n'est pas sa sœur, et donc s'accoupler avec une femelle qui est étrangère, pour éviter la consanguinité. Par contre, si on prend cette jeune souris à la naissance, et qu'on la fait élever par une mère qui a un autre génotype que sa mère, donc il est allaité par une autre maman, à l'âge adulte, quand il devra choisir entre une fausse sœur qu'il a fréquentée dans le nid d'accueil et une vraie sœur, il va s'accoupler avec sa vraie sœur. Parce qu'il a appris au cours de son développement à reconnaître les odeurs, et donc il peut y avoir des erreurs. Donc la question est pertinente, hein. Les mécanismes de reconnaissance sont différents, ils reposent presque toujours par un mécanisme d'apprentissage, que ce soit de l'odeur, que ce soit du chant, que ce soit autre chose.
Mais il y a, par exemple, une reconnaissance aussi qui ne repose pas sur l'apprentissage, mais sur la localisation. Statistiquement, tout ce qui est là est apparenté, et tout ce qui est là m'est étranger. Pourquoi? Parce que dans la nature, tout ce qui est dans mon nid est frère et sœur, et tout ce qui est dans le nid voisin est étranger. Donc, la question est pertinente, et la réponse est ce que j'en sais, et ce que l'on en sait, je crois, aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire. Ça varie très fort d'un groupe d'espèces à l'autre. Une autre question, Pierre? Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. En fait, tu as dit une chose, c'est qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait des gènes d'altruisme. En fait, il pourrait ne pas y en avoir du tout. Ça pourrait être purement culturel. Parce que statistiquement, les parents élèvent leurs enfants dans toutes les espèces animales. Donc, si la reconnaissance de la parentèle est généralement apprise, ou bien simplement la localisation, comme tu dis, on peut imaginer que la coopération, les comportements de coopération se transmettent par voie culturelle, non génétique, et ça suffit pour qu'il y ait une hérédité. Ils sont héréditaires, pas par voie génétique, mais ils sont héréditaires. Et ça peut suffire. Oui. Pour les comportements héréditaires, même non génétiques, sont aussi sélectionnés. On n'a peut-être pas besoin de génétique. Et alors à ce moment-là, the selfish gene et l'idée d'Hamilton, tiens, elle n'est peut-être pas totalement expliquante. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Mais je vais tirer la couverture à moi d'une manière malhonnête, comme les gènes sont malhonnêtes, pour que le comportement de transmission culturelle soit retenu au cours de l'évolution, il faut qu'il procure un bénéfice. Et il faut qu'il soit héréditaire. Et pour être héréditaire, vraisemblablement qu'il doit avoir une origine génétique. Je sais qu'il y a de l'hérédité culturelle. On peut transmettre culturellement une information de génération en génération. Mais la transmission culturelle a un défaut et un avantage. L'avantage, c'est qu'elle va très vite, beaucoup plus vite que la transmission génétique. Le défaut, c'est qu'elle est souvent très localisée. Alors qu'un gène, quand il est là pour un certain temps. Tu vois ce que je veux dire? Il se répand doucement, mais sûrement, alors que la transmission culturelle, elle peut changer très très fortement. Donc, je suis d'accord sur l'hypothèse qui est évoquée, qu'on pourrait très bien manifester un comportement altruiste comme ça, par imitation. Mais ce qui est étrange, c'est que des tas d'organismes éclosent, naissent, sans jamais avoir vu un comportement altruiste au préalable, et manifestent ce comportement. Et donc, ils ne peuvent pas l'avoir appris. Donc, dans ce cas-là, il doit bien avoir une source qui était génétique. Mais je trouve, excusez-moi, mais je trouve que l'idée est encore une fois ici pertinente. C'est qu'il est possible que ce phénomène soit renforcé par l'imitation, évidemment. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une autre question? Christian? Dans les petits calculs tout simples que vous avez montrés au début de l'exposé, les petits calculs simples montrés au début de l'exposé, concernant les plus ou moins grandes proximités génétiques entre frères, cousins, neveux, etc., vous additionnez des probabilités. Oui. Ça suppose que les phénomènes sous-jacents sont indépendants. Et qui justifie cette hypothèse? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Lorsque vous additionnez, par exemple, une probabilité de 0,5 et une de 0,25, pour obtenir 0,75, bon, ça a l'air lumineux, mais par ailleurs, je me dis, cette addition de probabilité suppose que les phénomènes soient indépendants. Oui. Et je ne vois pas pourquoi ce serait vrai automatiquement. Pourquoi est-ce que ces phénomènes doivent être indépendants? Je ne peux pas répondre à votre question comme ça, mais il me paraît évident que statistiquement, si j'ai 50% de gènes en commun avec mon descendant, ça, on est bien d'accord que ce n'est même pas de la statistique, ça c'est un fait. Vous transmettez un ovule, vous transmettez un spermatozoïde, c'est la moitié de votre génome. Statistiquement, j'ai 50% de gènes en commun avec mon frère. Ça peut être 0, hein? Ça peut être 1.
On peut être des clones, on peut avoir hérité tous les deux exactement des mêmes gènes, par malchance ou par chance, de notre mère. Parce que ma mère a 2 ovules rigoureusement les mêmes, suite à des phénomènes méiotiques divers et multiples, et paf, on a hérité du même génome de notre mère, et rigoureusement des mêmes spermatozoïdes. C'est extraordinaire, ça. Hein. Bon, probabilité nulle, évidemment, mais soit. Donc c'est en moyenne 50%. Donc c'est une valeur statistique moyenne. Oui. Les parents eux-mêmes pourraient avoir une parenté plus ou moins grande, a priori, par exemple. Absolument, absolument. Et à mon avis, ça biaise le calcul. Ah oui, mais si les parents, moi je pars du principe que on est dans une situation panmictique, c'est-à-dire que les parents sont non apparentés, il n'y a pas de consanguinité. Je pars dans cette situation-là. Il est vrai que si les parents sont kin, donc apparentés, à ce moment-là, on a un petit effet de consanguinité qui vient rajouter encore de la corrélation génétique. Alors certaines personnes, à l'époque où Hamilton a proposé sa théorie, et lui-même d'ailleurs en parle dans ses articles, parce que plus tard il a développé sa théorie de long en large, il dit qu'en fait jusqu'à un certain point, la consanguinité devrait être recherchée pour augmenter la corrélation génétique et le bénéfice des actes, finalement, tant qu'à faire, tant qu'à aider quelqu'un, autant que ce soit ma sœur, autant que je m'accouple avec elle. Pardon ? C'est un des points que j'avais en tête. Voilà, oui, bien sûr. Ça peut se produire jusqu'à un certain point. Parce que la consanguinité a également des effets délétères et que la dépression de consanguinité peut avoir des effets supérieurs aux bénéfices de la consanguinité en termes de succession dans la parentèle. Et donc là, on est en une limite entre... il ne faut pas être trop outbred, comme on dit, pas trop exogame, mais pas trop endogame non plus. Oui, absolument, absolument. Une autre question ? Je crois qu'il y a un monsieur... Ah. Oui, oui, Xavier. Ah oui. Voilà. Merci. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'embête un petit peu avec la théorie d'Hamilton. C'est oui. qu'elle présuppose que les individus ont le choix d'aider ou pas. Mais si je prends des insectes sociaux comme les bourdons, en fait, à la naissance, une ouvrière n'a pas la possibilité de se reproduire. Elle a des ovaires non fonctionnels, donc elle n'a pas le choix, en fait. Elle est dans un contexte tel qu'elle ne peut pas se reproduire, effectivement. Et tant que la reine est là et dominante, la reine l'empêchera de pondre. Quand bien même ses ovaires se développent, la reine va détruire les œufs. Donc en fait, ça m'apparaît plus au départ comme un problème de hiérarchie. En fait, vous faites allusion là à l'idée qu'il y a de la manipulation, que la reine manipule ses ouvrières et en fait inhibe leur capacité reproductrice. Je suis d'accord. C'est une hypothèse tangible qui revient en force pour l'instant. C'est que les ouvrières, en fait, n'auraient pas le choix. C'est la reine qui décide ce qu'elles font, c'est de la manipulation, c'est ce que j'avais essayé de représenter dans ma dernière illustration. Mon hypothèse théorique est la suivante. Si les ouvrières avaient un intérêt à pondre, elles auraient trouvé un système leur permettant de contourner la manipulation des reines. Vous êtes dans une course aux armements, dans ce système de manipulation. C'est exactement comme les hôtes et les parasites. Plus les parasites sont infectieux, mieux les hôtes se défendent. Vous avez le même système. En théorie, je m'attends. Moi, Serge Aron, et d'autres sans doute. Mais on n'est pas les seuls à penser ça. Il y a d'autres gens qui pensent comme nous, et il y a d'autres gens qui ne pensent pas comme nous. Donc la question est très d'actualité. Que, je répète, si la sélection était plus forte sur les ouvrières pour qu'elles puissent se reproduire, elles peuvent contourner l'action des reines pour trouver un système pour le faire. Et il y a des espèces chez lesquelles les ouvrières peuvent pondre en présence de la reine. Par exemple, l'abeille du Cap, qui est une espèce où le contrôle royal est surpassé, dépassé par la capacité des ouvrières qui pondent, même en présence de maman. Et c'est dans leur intérêt de le faire. Donc, tout est une question de course aux armements. Moi, je pense que les ouvrières ne pondent pas parce que la sélection fait qu'elles ont avantage à ne pas pondre. Même si quand on retire la reine, elles se mettent à pondre, bien entendu, mais à ce moment-là,
elles ont intérêt à pondre parce qu'il n'y a plus de pondeuses. Donc, je pars du principe que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, en fait. Mais c'est une démarche. Je suis conscient que ce n'est pas forcément le cas. Quelqu'un d'autre désire intervenir? Bien. Oui. Je n'ai pas bien vu, on peut me remontrer? Je crois que personne. Non, on m'a signalé quelqu'un. Non. Ok. Et l'homme dans tout ça? Question 1 million. Et l'homme? L'homme. On peut appliquer toutes ces théories aussi, ou je suppose là ça devient très dangereux? L'homme est un animal comme tous les autres, mais il est quand même un peu différent. L'homme vit dans un monde de transmission culturelle, plus que de transmission génétique. Il y a de la transmission génétique, il y a de la sélection. On est soumis à la sélection naturelle comme tous les autres organismes. Mais nos comportements sont largement plus influencés par notre culture que par nos gènes. Alors, est-ce que les comportements coopératifs chez l'homme ont une origine génétique ou non? C'est délicat. Je vais me faire des ennemis, peut-être, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dès lors que c'est le cas chez d'autres animaux. Ben, on est d'accord? Ben voilà. Néanmoins, je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure, Pierre Rassemont, je pense qu'on peut se comporter de manière coopérative, altruiste, à l'égard de partenaires, pour des raisons purement culturelles aussi, par apprentissage. Mais je suis convaincu, moi, Serge Aron, et ce n'est que moi qui le dis, qu'il y a une origine génétique exactement la même à celle qui préside à la coopération chez les animaux, bien entendu. Voilà, on va peut-être... Oui, une dernière question, monsieur. Merci. Oui, j'aimerais savoir pourquoi a-t-on commencé à penser et comment? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Pourquoi a-t-on commencé à penser et comment? D'abord, c'est qui? Ce sont des gènes ou... Pardon? Ce sont les gènes qui permettent de la pensée ou quoi? Oh, c'est le développement probablement du système nerveux, du cerveau et des perceptions de l'environnement. C'est qui on? C'est nous, les humains? Oui. Mais les animaux pensent aussi. Oui, tout à fait. Les animaux rêvent. Alors on va reculer comme ça, au niveau phylogénétique jusqu'où? Est-ce que le chien pense? Probablement. Le chien apprend. Il y a des tas d'animaux qui apprennent. Vous savez que des animaux extrêmement simples, comme des nématodes, des petits vers, qu'on trouve dans le sol, apprennent. Ils font des associations. Les bactéries apprennent des choses, puisqu'elles sont capables, après une expérience donnée, si on leur donne le choix entre A et B, d'aller à B, parce que précédemment, dans la zone B, il y avait quelque chose d'intéressant, de la nourriture par exemple. Donc des organismes aussi simples que des unicellulaires sont capables de retenir des informations. On ne sait pas trop comment, mais on sait qu'elles peuvent le retenir. Alors est-ce que c'est une forme de pensée? Est-ce que la capacité d'apprendre est de la pensée? Et là, je crois qu'on est reparti pour une nouvelle conférence sur la pensée et l'apprentissage. Mais je vois quelqu'un qui a peut-être des choses à ajouter et je suis tout à fait ouvert. Oui, c'est parce que j'aimerais clôturer, c'est parce que c'est ma petite fille, donc je suis papy d'une petite fille de 6 ans. Félicitations, oui. Oui, et qui m'a posé cette question-là. Et que pour elle, l'évolution n'a plus de secret. Écoutez, moi j'ai qu'un conseil à vous donner. Proposez à votre petite fille de faire la biologie, à Mons ou à l'ULB, et de se spécialiser dans l'étude des phénomènes d'apprentissage et de mémoire et de pensée. Voilà, on va peut-être arrêter le débat ici. Voilà, ok.
En tout cas, moi, je tenais à vous remercier justement pour la qualité au niveau de la pédagogie de l'exposé. C'est ce qu'on avait demandé. Et la plupart d'entre nous ne sommes pas du tout biologistes et on a énormément apprécié, donc un grand merci. Alors, pour continuer dans cet ordre d'idées, je tiens à vous signaler que grâce aux travaux de notre ami Alain qui est dans la régie, eh bien, d'ici une semaine, cet exposé sera en ligne sur le site du Carré des Sciences. Les 4 autres exposés du cycle Darwin y sont déjà. Donc il suffit d'aller sur le site du Carré des Sciences, donc c'est cds.umons.ac.be, donc cds.umons.ac.be. Vous avez un petit bouton sur lequel est écrit le mot ressources. Vous cliquez dessus, vous avez automatiquement les liens pour les conférences. Voilà. Un grand merci à tous d'avoir été aussi fidèles. Merci à vous, Monsieur Aron, et bon retour et bonne soirée à tout le monde. Merci.